Mes très chers amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous envoie la paix avant tout. Ensuite, je vous envoie beaucoup de force. Une petite vidéo de Saïd Bouamama avec son dernier ouvrage, Figure de la Révolution africaine. Et d'ailleurs, oui, en effet, il revient sur ce printemps arabe, n'est-ce pas? Donc la Tunisie qui bascule, et bien malheureusement, beaucoup de Tunisiens pensent que cette histoire est une vraie histoire. Je vous laisse avec Saïd Bouamama. De ceux qui se revendiquent de la révolution, de l'émancipation, de la liberté, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, vous l'aurez compris pendant, c'est tout l'héritage et le présent impérialiste, c'est ce décalage dans la connaissance des penseurs. La seconde raison, c'était quand même l'idéologie ambiante, y compris à gauche et à l'extrême gauche, où l'on entend assez facilement parler d'échec des indépendances, comme si cette expression-là pouvait signifier quelque chose. J'y reviendrai. On entend des expressions comme l'afro-pessimisme, on a même tout un courant maintenant, on en est à 12 ouvrages qui se revendiquent ouvertement d'un afro-pessimisme. C'est-à-dire qu'on regarde des réalités politiques, économiques, sociales sous un angle moral. Ce serait une question d'optimisme ou de pessimisme. L'afro-pessimisme, tous ces ouvrages ont un point commun, qui est de considérer qu'il faut arrêter d'expliquer les échecs africains par les relations inégalitaires qui les relient aux grands pays impérialistes. Et que ça renverrait des incapacités des cultures africaines, des incapacités des, alors selon les personnes, des hommes politiques africains, des sociétés africaines, des cultures africaines. Là, ça peut prendre toutes les formes possibles. On a également dans les constats le retour massif des explications de type culturaliste pour expliquer les crises qui déchirent les pays du Sud. On ressort des théorisations sur l'ethnisme, sur le tribalisme, etc. C'est-à-dire qu'on renonce, lorsqu'il s'agit d'Afrique, d'appliquer des grilles de lecture qui nous semblent pourtant avoir fait leur preuve, la compréhension des enjeux économiques, la compréhension des rapports de classe, la compréhension des liens entre les situations nationales et les situations de dépendance internationale. On renonce à ça pour renvoyer des explications uniquement contextuelles, uniquement de type monofactoriel, avec soit la culture, soit la religion. Allumez votre télé, vous verrez, en Centrafrique, c'est une guerre de religion, dit-on. Et donc, cette dimension-là, certes, elle n'est pas nouvelle, mais elle a pris une ampleur particulièrement importante ces 3 dernières décennies, et c'est encore accéléré depuis près d'une dizaine d'années. Et donc, j'étais très en colère contre ça, d'où la volonté d'aller replonger. Et surtout, ce qui me faisait une douleur particulièrement forte, c'était bien sûr, ces explications-là étaient intériorisées par les premiers concernés, étaient intériorisées par de nombreux militants issus d'Afrique, ou dont les parents sont issus d'Afrique, qui reproduisaient ce type d'explication. Je vous donne un exemple que j'entends souvent, et ça me donne dégoûtant. Au début, je souriais, maintenant ça me donne dégoûtant. On ne peut plus faire une conférence sans qu'à un moment donné, quand on s'aperçoit des divisions dans l'immigration, quand on s'aperçoit des divisions dans le mouvement anti-impérialiste, sans qu'on ait une personne qui lève la main, une jeune fille ou un jeune homme d'origine maghrébine qui me dit « Oui, mais comme a dit Ibn Khaldoun, les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. » Voilà. Et vous voyez, cette phrase que j'ai entendue de la part d'un maghrébin qui m'a dit un jour, oui, de toute façon, les Arabes ne sont pas faits pour s'entendre. Alors, moi, j'ai de suite rétorqué l'arme la plus ultime, c'est-à-dire mon vocabulaire. Eh bien, je lui ai dit, peut-être que c'est un juif qui a inventé cette expression. Suite. Nos divisions ne seraient pas le résultat d'enjeux économiques, politiques, ce serait quelque chose qui aurait trait à la culture arabe et qui aurait comme conséquence que de toute façon on n'y arrivera pas. Et donc le développement de ce type d'idéologie m'a amené à vouloir aller replonger dans des lectures que j'avais faites quand j'étais jeune et de voir en quoi il pouvait nous éclairer sur
cette lecture et qui sont pour moi trois hypothèses centrales pour comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est des banalités, comme beaucoup d'hypothèses, mais c'est souvent revenant à des banalités que l'on peut retrouver les schémas de la complexité. Première hypothèse, on le sait, mais on l'oublie quand on doit prendre une position, l'histoire est mondiale, et elle est mondiale depuis le début du capitalisme. Et c'est une des dimensions qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir ce que devient l'Afrique sans regarder les enjeux, les intérêts d'ici. Ici et là-bas sont deux notions qui, depuis les débuts du capitalisme, n'ont plus grande signification. Ce sont des interactions. Là, on sait très bien que l'industrialisation ici est née de la destruction des civilisations amérindiennes. C'est très bien que l'accumulation primitive, comme disait Marx, a été au fondement même de l'émergence de ce mode de production. Donc il n'y a pas un ici et un là-bas. Il n'y a pas un sous-développement là-bas et un développement ici. Il y a en réalité un développement ici qui est lié au sous-développement là-bas. Et ça, on le sait, c'est une banalité, mais qu'est-ce qu'on a tendance à l'oublier dès qu'on aborde quoi? La Centrafrique. Du coup, on oublie que l'histoire est mondiale. On aborde la révolution en Tunisie, on a l'impression que c'est une dynamique uniquement interne à la Tunisie. On oublie que cette histoire est mondiale. Et c'est d'ailleurs le drame des pays africains. Il n'y aura pas d'émancipation en Afrique tant que le rapport de force ne permettra pas de mettre à bas le système impérialiste. Le système impérialiste ne peut pas se permettre aujourd'hui d'une Afrique émancipée. Et donc ça va être difficile. Et c'est pour ça que quand on parle d'échec, c'est qu'on n'a pas pris la mesure du combat contre lequel se sont engagés ceux qui, dans les années 50 et 60, ont tenté de penser l'émancipation de la colonisation. On ne peut pas sortir de la colonisation simplement. Ce système a besoin d'une dépendance. Et donc la sortie de la dépendance économique signifie un écho à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la fin d'un système de domination. Et ça, vous imaginez le rapport de force, c'est pas simple. Et parler d'échec, c'est donc ne pas prendre en compte ce rapport de force et être en réalité méprisant avec ceux qui ont enclenché ce combat, qui ne pouvaient pas aller plus loin compte tenu du rapport de force mondial. La seconde dimension, qui me semblait seconde hypothèse, qui est une hypothèse là aussi qui est une banalité, mais qui pour moi devait être rappelée, et c'est tout l'objet de mon premier chapitre. Les résistances n'ont jamais cessé. On le sait, mais qu'est-ce qu'on a tendance à oublier? On a tendance à considérer que, oui, au bout de, sans doute que si c'est comme cela, c'est parce que les peuples ont fini par accepter ou accepter la soumission, ou ont fini par approuver, plus ou moins explicitement, etc. Les résistances n'ont jamais cessé. Des premiers jours de la traite jusqu'à aujourd'hui. Alors, effectivement, ça a pris des formes différentes. C'est-à-dire qu'on confond la notion de résistance qui a toujours existé, la notion de résistance, avec la forme de la résistance. La forme de la résistance est fonction du rapport de force. Quand le rapport de force le permet, la résistance peut prendre des formes de lutte armée. Quand elle ne le permet pas, quand par exemple, après l'hécatombe qui a été la traite, et après qu'il y ait eu résistance à la colonisation, quand les peuples ont été assommés par le rapport de force militaire. Je vous rappelle, l'Afrique c'était des flèches contre des gens qui venaient avec une technologie militaire qui n'était pas du tout du même âge. C'était des fusils au silex par rapport à des armes automatiques, etc. Ce rapport de force militaire, quand il y a eu effectivement la défaite militaire, eh bien ça a pris d'autres formes de résistance, y compris des formes inattendues. Et c'est important d'avoir en tête cette diversité des formes de résistance, y compris celles qui peuvent nous amener à ne pas comprendre bien, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là quand on est ici, ou etc. Par exemple, quand Cabral met en évidence que le grand facteur d'optimisme, c'est que quand on est tout au fond du gouffre, au moment de la traite, la culture a été le lieu dans lequel la dignité a été préservée. Se replier, y compris sur des traditions qui peuvent nous apparaître comme réactionnaires aujourd'hui, était la manière de résister et de maintenir une dignité. Quand je suis nié, je réinvestis, et c'est une phase nécessaire, totalement, ce qui me semble être mon passé avant que l'agresseur n'arrive. Et cela, bien entendu, ça peut bousculer. J'ai plein de débats dans lesquels j'ai de grandes difficultés à discuter avec des militants blancs ici, progressistes, des camarades, des gens avec qui je me sens bien, dans lesquels ils me disent oui, mais ça, on ne peut pas soutenir. Comme si c'était à nous de choisir les formes de résistance. Les dominés prennent les résistances qu'ils peuvent prendre. En 2005, pour prendre un exemple ici, que de débats avons-nous eu
avec des militants qui disaient, on ne peut pas soutenir quand même ces émeutes. On ne peut pas comme ça. Ils auraient dû, je ne sais pas, faire des pétitions, en oubliant qu'ils avaient commencé par faire des pétitions, ils avaient commencé par faire autre chose. C'est-à-dire qu'on demandait aux dominés, qui avaient d'ailleurs été laissés dans l'isolement, d'avoir en plus des formes de lutte qui correspondaient à un autre rapport de force. Et bien ça, pour l'Afrique, c'est une dimension importante. Ne confondons pas la résistance qui n'a jamais cessé avec les mutations des formes. Et ça, c'est facteur d'optimisme. Hein. Parce que ça veut dire qu'y compris les formes les plus radicales, on le voit bien en Tunisie, on le voit bien dans un certain nombre d'endroits, y compris les formes les plus radicales, reviendront dès que le rapport de force sera transformé et contribueront à la transformation du rapport de force. Troisième hypothèse, qui était à l'origine de cet ouvrage, c'était que le passage d'une période historique à une autre n'est jamais un passage mécanique, brusque. Ça n'est jamais quelque chose qui se réalise d'un seul coup. Il s'agit bien d'une révolution en Afrique qui n'aura pas d'avenir dans lequel les Africains pourront manger, boire, s'en sortir, etc. S'il n'y a pas rupture de la dépendance. Et cette rupture de la dépendance, si elle se fait, elle mettra les pays européens et les USA dans une grande crise économique. Et donc, ils sont confrontés au fait que les Européens ne peuvent pas lâcher l'Afrique. Et donc, ça ne peut être une révolution. Mais ça, c'est une période historique de transition. Ça n'est pas le 1er janvier, on a manifesté, le 1er février, on a pris le pouvoir, et maintenant, on parle d'échec parce que vous n'avez pas réussi, vous êtes... Non. C'est une période de transition avec des flux et des reflux. Nous sommes dans une période de reflux. Mais ceux qui nous donnent des leçons sur l'Afrique, où ont-ils vu une période de flux, à part l'Amérique latine aujourd'hui, ici en Europe? On doit faire de reflux dans tous les domaines. Et les mêmes qui considèrent qu'ici nous sommes en période de reflux, vis-à-vis de l'Afrique, parlent d'échec des indépendances. Alors, je pense aussi que ceux qui parlent d'échec des indépendances sont aussi des gens qui, des militants, et sincèrement, qui parlent théoriquement de ce qu'a été la traite, de ce qu'a été la traite et l'esclavage. On sait théoriquement ce que ça a pu signifier. Pratiquement, ça a été des traumatismes. Et il ne faut jamais oublier, sinon on ne peut rien comprendre aux enjeux qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Ce sont des peuples entiers qui ont été violés, qui ont été annihilés. Cette violence totale, hein, c'est l'objet du premier chapitre également, de ce que ça fait concrètement. Ces chiffres qu'on a déjà entendus, autant de millions d'esclaves, autant d'années de colonisation, qu'est-ce que ça laisse comme trace pour les pays qui se sont émancipés ensuite? Voilà, mes amis, ce qui s'appelle, ma foi, l'aliénation. Malheureusement, comme dit monsieur, malheureusement, eh bien, comme dit Saïd Bouamama, malheureusement, mes amis, eh bien, beaucoup d'Africains ne connaissent pas les grands leaders d'opinion qui ont existé dans notre communauté. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas Malcolm X, ne connaissent pas des gens qui sont morts pour leurs idées. Et j'ai trouvé ça vraiment très paradoxal de parler avec certains jeunes qui ont certes un savoir, mais dans le fond, leur savoir est dicté par le colon. Vous comprenez? Par exemple, beaucoup d'Africains ne connaissent pas Karl Marx. C'est Karl Marx, excusez-moi. Et c'est vraiment des choses à comprendre pour pouvoir, si vous voulez, anticiper ce futur grand remplacement. Car les Européens ne veulent pas lâcher l'Afrique. Ils ont compris que si demain l'Afrique les lâchait, c'était fini pour eux. Avec le nombre de chômeurs, le nombre de galériens qu'il y a dans leur pays, eh bien, si demain l'Afrique les lâche, eh bien, l'Europe même est dans une crise certaine, mes amis. Vous comprenez? Voilà pourquoi cet appel d'air pour appeler les migrants, les gens venus d'ailleurs, voilà pourquoi aussi le grand remplacement. C'était Bernard-Henri Racaille, votre philosophe. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Merci. Au revoir, mes amis.